Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 11 mars 2016. Dans l'actualité, ce soir, la campagne des primaires est officiellement lancée en Pays de Savoie pour les Républicains. Après François Fillon, il y a quelques jours en visite à Chambéry, c'était au tour de Nathalie Kosciusko-Morizet de sillonner les routes de Haute-Savoie. Emmanuel Jaude l'a rencontré ce matin au Jet. Nous irons ensuite de l'autre côté de la frontière, dans le Valais. Nous saurons ce soir si la Suisse porte une candidature olympique pour les Jeux d'hiver de 2026. Le canton de Sion est candidat à la candidature. Et puis nous visiterons l'aquarium du lac du Bourget à la fin de ce journal. 550 spécimens du plus grand lac naturel de France sont à découvrir. Nous verrons que l'établissement se cherche une seconde jeunesse pour assurer sa pérennité. Tous ont déjà en ligne de mire 2017 et la présidentielle. C'est elle aussi son cas. Nathalie Kosciusko-Morizet était en Haute-Savoie aujourd'hui. Après avoir annoncé sa candidature officielle à la primaire des Républicains mardi, elle a choisi la vallée de l'Arve pour son premier déplacement de campagne. L'ancienne ministre de l'Environnement avait donné rendez-vous aux parlementaires pour tenter de collecter leur parrainage. Ils sont indispensables pour être candidats. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Arrivée ce matin dans le département, Nathalie Kosciusko-Morizet lance donc sa campagne en région, en commençant par la Haute-Savoie. Le premier rendez-vous de la journée était d'ailleurs dans la station des Jets, à la rencontre des professionnels de la neige, un dossier qu'elle connaît bien en tant qu'ancienne ministre de l'Environnement. C'est un déplacement de campagne, ça s'inscrit, c'est mon premier déplacement de campagne de primaire. Je suis à la fois dans la suite d'un travail que j'ai toujours mené, qui est un travail d'écoute, de proposition et d'action sur un certain nombre de sujets, comme j'avais pu le faire sur la neige de culture. Et puis en même temps, c'est vrai, oui, c'est un déplacement de campagne. Et moi, dans cette campagne, je porte l'idée qu'il faut laisser les énergies s'exprimer. Je crois que les énergies, elles sont là, et qu'un des problèmes qu'on a en France aujourd'hui, c'est que tout se passe tellement à la tête de l'État. On a un État et des politiques qui ont tendance à vouloir dire aux Français ce qu'ils doivent faire et comment ils vont le faire. Et moi, je voudrais qu'on inverse les choses, en fait. Pourtant, si l'annonce de sa candidature à la primaire présidentielle des Républicains de 2016 a été officialisée il y a 3 jours, les parlementaires locaux ne se risquent toujours pas à trop se prononcer sur leurs affinités. Certes, Nathalie est dans le cadre d'un voyage par rapport à un déplacement dans le cadre de son annonce de candidature aux primaires, mais le dépôt des candidatures pour les primaires, c'est le 9 septembre. Voilà. On est au mois de mars et je peux vous assurer que tous les parlementaires qui sont sollicités, qui vont être beaucoup sollicités, puisqu'il faut rappeler qu'il faut 20 parlementaires co-signataires pour pouvoir déposer sa candidature. Mais honnêtement, les parlementaires comme moi, aujourd'hui, on n'est pas dans ce tempo-là. On n'est pas dans ce temps-là. Je pense que le temps des signatures, ce sera juillet-août. Et donc aujourd'hui, il faut que les candidatures soient dévoilées complètement. Il faut que les programmes se développent. Et puis à titre personnel, au mois de juillet-août, je me déciderai si je donne ou pas ma signature à quelqu'un. Après les stations, Nathalie Kosciusko-Morizet s'est donc ensuite rendue au Cimodec et à la rencontre des décolteurs de la vallée de l'Arve. Un programme qu'on aurait pu confondre avec celui de Laurent Wauquiez. Le nouveau président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était en effet en Haute-Savoie ce mardi, prouvant l'intérêt des ténors de droite pour notre territoire et ses élus. La première édition de la Semaine nationale des missions locales a commencé hier et s'achèvera le 18 mars prochain. L'événement a pour but de faire découvrir aux jeunes ainsi qu'à leurs parents l'ampleur et la diversité des actions des missions locales jeunes. Dans le cadre de cette semaine, une conférence Les jeunes et le travail sera organisée le 17 mars prochain à la mission locale de Chambéry. Un quart, vous le voyez, a aussi été mobilisé pour sillonner la Savoie à la rencontre des jeunes. Hier après-midi, il a fait un arrêt aux échelles. On écoute la réaction de la vice-présidente de la mission locale jeune de Chambéry. Elle répond aux questions d'Olivia Boisson. Il y a un Facebook. Une mission locale, c'est un endroit où on accompagne dans sa globalité le jeune et ses problématiques. Donc quand je dis dans sa globalité, c'est avec ses soucis ou ses questionnements par rapport à la formation, par rapport au logement, par rapport à la santé, par rapport à la mobilité, mais dans un objectif premier et indispensable qui est celui du travail. Sur une année, on accueille 5000 jeunes là, sur le bassin chambérien.
Ça fait partie de la mission locale que de proposer aux jeunes, de leur faire découvrir leurs talents en leur proposant, leur montrant, leur expliquant ce que sont que différents métiers et surtout les métiers porteurs d'avenir et porteurs d'emploi. On a un partenaire qui est très important, c'est le réseau des entreprises, puisque les entreprises, ce sont elles qui nous proposent des postes, mais ce sont elles aussi chez qui on envoie nos jeunes le long de leur dispositif d'insertion. Et j'ajoute que le bus fera un arrêt demain à Chambéry dès 9h30 sur la place du Palais de Justice. On prend de l'altitude maintenant, direction Arèche-Beaufort. La 31e édition de la célèbre Pyraminte bat son plein. Aujourd'hui, pour la 3e étape, les grands favoris Kylian Jornet et Matteo Jacquemou ont creusé l'écart avec leurs concurrents. Les Italiens Michele Boscacci et Robert Antonioli montent sur la 2e marche du podium, alors que les Savoyards William Bombardion et Xavier Gachet occupent la 3e place. Chez les femmes, le duo Axel Mollaret et Laetitia Roux est toujours en tête, devant Myriam Miro et Claudia Galicia. Les concurrents ont déjà parcouru plus de 7500 mètres de dénivelé et 70 km de course. Reste la dernière, la mythique étape du Grand Mont. Elle aura lieu demain, samedi. Plus de 3000 personnes sont attendues au sommet à 2686 mètres. Et puis on reste sur la neige avec ce joli coup double pour le rider de la Plagne, Kevin Rolland. La finale de la Coupe du Monde de ski halfpipe avait lieu hier soir à Tignes à l'occasion d'une étape du SFR Freestyle Tour. Kevin Rolland, au terme d'un run quasi parfait que vous voyez sur ces images, a remporté l'épreuve, mais aussi le globe de cristal. Ben Valentin prend une belle 3e place. L'Américain Aaron Blunk se glisse entre les deux Français sur la 2e marche du podium. Il y a un mois, Kevin Rolland remportait déjà la médaille d'or aux X-Games d'Aspen. Kevin Rolland, qui aura certainement mis un terme à sa carrière en 2026 pour les Jeux Olympiques d'hiver, des Jeux que nos voisins valaisans souhaitent organiser. C'est ce que nous expliquent nos confrères de Canal 9 dans notre rubrique du vendredi, Regard d'ailleurs. La Suisse sera-t-elle candidate aux Jeux Olympiques d'hiver de 2026 ? Le verdict tombera ce vendredi. Le Parlement suisse du sport votera en 2 temps lors d'une assemblée extraordinaire ce soir. Une décision très attendue par le Valais qui est sur les rangs pour organiser les Olympiades de 2026. C'est ce que nous explique Didier Bender. Le Valais et la Suisse se prennent à rêver de Jeux Olympiques d'hiver en 2026. Premier examen de passage vendredi prochain à la Maison Suisse du Sport. Il y aura 2 votes. Premier vote, les délégués des fédérations olympiques membres de Suisse Olympique, comme Swisski par exemple, voteront pour ou contre une candidature suisse au JO. Les grandes fédérations ont plus de délégués et donc plus de poids. En cas d'issue favorable, un 2e vote aura lieu. Les délégués des 85 fédérations, donc y compris celles qui ne sont pas olympiques, se prononceront sur les moyens alloués à l'élaboration d'une candidature suisse. Secrétaire général de Sion 2006, battu de justesse par Turin, Jean-Pierre Cépé est confiant. Je l'espère. Je crois que les données se présentent bien pour l'Europe et la Suisse, d'autant plus qu'en 2018, les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu à Pyongyang et 2022 à Pékin. Donc 2026, l'Europe et espérons-le la Suisse. À ce jour, 4 régions ont manifesté leur intérêt. Sion et le Valais, avec la candidature lancée par Christian Constantin et soutenue par le Conseil d'État. Les Grisons, après un refus populaire pour 2022, sont en course, portés par les milieux économiques et politiques. Genève et la région lémanique. Enfin, dernier intéressé, Lucerne, Berne et Zurich, avec une candidature décentralisée et plus urbaine. Si vendredi prochain, le Parlement du sport dit oui à des Jeux d'hiver en Suisse, ces candidatures auront jusqu'à fin décembre 2016 pour monter leur dossier. Après 3 échecs olympiques, le Valais ose y croire. Je crois qu'il y a quelques chances. Cependant, il faut être conscient que la candidature des Grisons a déjà voté il y a plus de 3 ans. C'est un vote négatif. Cependant, je crois que cette fois-ci, aux Grisons, les politiques soutiennent activement cette candidature et il est fort à prévoir que les Grisons acceptent la candidature. Si on est en retard, il faudra communiquer. Nos forces sont d'abord le dossier de Sion 2006 qui est arrivé en finale. Il s'agira de le toiletter, ce qui nous permettra de nous concentrer sur la communication et de convaincre les Valaisannes et les Valaisans
de ce dossier porteur par rapport à une vision d'avenir pour le tourisme en Valais. Fin 2016, Suisse Olympique choisira son candidat pour l'organisation des JO en Suisse. La candidature retenue devra alors obtenir le soutien de ses citoyens. Elle sera ensuite déposée au CIO fin 2017, 2 ans avant la désignation de la ville organisatrice. Un mot d'économie maintenant. Si les hébergeurs et les offices de tourisme se sont dit plutôt satisfaits des vacances de février, les domaines skiables, eux, tirent la langue. La fréquentation des domaines est en baisse de 7% cette année par rapport à la moyenne des dernières années. Dans un communiqué, Domaines skiables de France, qui fédère plus de 200 sociétés de remontée mécanique, explique cette baisse par une météo perturbée pendant les vacances avec de la pluie, du vent et de la neige. Une idée de sortie pour aller jusqu'à la fin de ce journal. L'aquarium du lac du Bourget est ouvert tous les jours au public pour mieux faire connaître la faune et la flore du plus grand lac naturel de France. L'aquarium, géré depuis quelques mois directement par la collectivité, se cherche aussi un nouvel avenir. Petite visite avec Julie Marchand. Au bord du lac du Bourget se trouve un grand bâtiment blanc, un aquarium, qui abrite une quarantaine d'espèces, 34 du lac et 6 plus généralement des eaux douces d'Europe. Ça semblait cohérent d'avoir un aquarium qui présente la faune vraiment locale et donc de sensibiliser les gens sur la disparition de certaines espèces ou sur l'introduction de nouvelles espèces. On a aussi le bassin tactile qui est très aimé des tout petits, où vous pouvez caresser les poissons et leur donner à manger. Donc c'est le côté ludique un petit peu de la visite. L'aquarium du lac du Bourget est en pleine réflexion sur son avenir. L'année 2016 a été celle de la transition. Auparavant géré par une DSP ou délégation de service public, c'était alors un prestataire privé qui gérait l'aquarium pour le compte de la collectivité. C'est aujourd'hui la ville qui est en charge de faire évoluer l'offre. Le projet pour les années futures, il s'appuie sur le postulat que l'aquarium aujourd'hui coûte relativement cher à la collectivité. Et dans ces temps un peu difficiles pour les collectivités, il devient difficilement acceptable de dépenser beaucoup trop d'argent sur un équipement comme ceci. Donc on réfléchit, est-ce qu'on remet de l'argent pour rénover l'offre? Est-ce qu'on change totalement de destination? Pour l'instant on ne sait pas encore, on a plusieurs scénarios qui sont à l'étude. Donc voilà, notamment sur une utilisation mixte du bâtiment. Avec 25 à 30 000 visiteurs par an, dont plus ou moins 3 000 scolaires et beaucoup de familles, c'est surtout à un public jeune que s'adressent les expositions. Une exposition pêche et une exposition castor. L'expo castor est cohérente parce que c'est la faune locale et on a beaucoup de castors donc, au nord du lac du Bourget, sur le canal de Salguères. Et donc ça nous semblait intéressant d'en parler, sachant qu'il y a 2-3 anecdotes sur le castor assez sympas pour les petits. Voilà. Le rôle pédagogique de l'aquarium est vraiment important pour nous depuis le début. Il a toujours été un outil à destination des scolaires, qui sont l'une des principales clientèles. Donc effectivement, le futur projet doit prendre en compte cette dimension pédagogique. Inauguré en 1933 par l'Office national des eaux et forêts pour la formation de ses ingénieurs et ouvert au public en 2000, l'aquarium pourrait bientôt ne plus exister dans la forme que l'on connaît actuellement. Cependant, pour l'instant, rien n'est tranché. Un dernier mot avant de se quitter. Si vous aimez le freeride, ne manquez pas demain sur notre antenne la Nanda Freeride. La grande finale aura lieu demain matin. C'est une épreuve à vivre en direct sur 8 Mont-Blanc à partir de 11h. Cette épreuve du Freeride World Qualifier est aussi la finale de la Coupe de Suisse de freeride. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. À lundi.